Bienvenue dans Secrets de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet qui résonne de plus en plus dans les parcours professionnels, la reconversion. Ces moments où l'on sent le besoin, parfois même l'urgence, de changer de cap. Comment on s'y prend concrètement ? C'est une vraie question, c'est une démarche qui intrigue, oui, qui attire beaucoup de monde, mais qui, c'est vrai, peut faire un peu peur. Ça paraît complexe. Oui. Alors, pour nous guider un peu, on va s'appuyer sur une source, un guide assez pratique, qui s'intitule « Formation et reconversion ». Par où commencer ? L'idée, c'est justement de décortiquer le processus, étape par étape. Tout à fait. Et notre objectif ici, c'est vraiment d'en extraire la substance, les conseils clés, pour que cette transition paraisse moins intimidante. C'est ça. Parce que comme le dit bien la source, une reconversion réussie, ça ne s'improvise pas. Non, clairement pas. Ensemble. D'accord. Alors, le point de départ, d'après ce guide, c'est comme une sorte d'état des lieux personnel. Oui. Un diagnostic, mais lucide, avant de faire le grand saut. Effectivement, c'est la base. Et ce diagnostic, ça commence par une introspection sur ses motivations réelles. Est-ce que c'est juste une lassitude passagère, un petit coup de mou, ou est-ce qu'il y a un décalage plus profond entre son travail et puis ses valeurs, ses aspirations ? C'est important de faire la part des choses. Voilà. Le guide insiste vraiment là-dessus. Bien identifier ce qui pousse au changement. Qu'est-ce que c'est ? Une quête de sens ? Un besoin d'autonomie peut-être ? L'envie de créer. Oui, l'envie de plus de créativité. Ou alors, plus pragmatique, une meilleure rémunération, ça joue aussi, ou, très fréquent, un meilleur équilibre vie pro-vie perso. Ce qui est intéressant, je trouve, dans cette démarche, c'est que ça aide pas seulement à comprendre pourquoi on veut partir, Non, exact. mais surtout à poser les jalons pour la suite. Quels sont mes critères non négociables pour mon futur métier ? Exactement. C'est définir le cahier des charges de son futur job, en quelque sorte. Et cette phase d'auto-évaluation, elle inclut aussi un inventaire. Et c'est souvent une surprise d'ailleurs. Ah oui ! L'inventaire de ses compétences. Pas juste les compétences techniques, celles du métier actuel, mais toutes ces compétences qu'on appelle transférables. Ah oui ! Le guide met vraiment l'accent là-dessus. On oublie souvent que la gestion de projet, par exemple, Tout à fait. le sens commercial, l'animation d'équipe, même maîtriser certains logiciels, C'est ça. ce sont des atouts énormes qui peuvent ouvrir des portes dans des secteurs totalement différents. C'est un vrai capital. Un capital à ne surtout pas négliger. Mais attention, le guide nous rappelle aussi d'être réaliste. Cette première étape, c'est aussi l'évaluation lucide de ces contraintes. C'est-à-dire ? La situation familiale, les impératifs financiers, faut bien vivre, la mobilité géographique, est-ce que je peux bouger ou pas ? Et puis, le temps réel qu'on peut consacrer à une formation. Oui, ça c'est clé. Ces éléments-là, ils sont déterminants pour cadrer le projet. L'honnêteté avec soi-même à ce stade, c'est essentiel pour éviter les désillusions plus tard. D'accord, donc une fois qu'on a posé ce bilan perso, on passe à l'exploration, c'est ça ? Voilà, phase 2, l'exploration. Le guide, il recommande de regarder les secteurs qui recrutent, évidemment. Il donne des exemples, le numérique, la transition écolo. Oui, la santé, le soin, le bien-être aussi, l'accompagnement des personnes âgées, des secteurs porteurs. Et comment on s'informe concrètement sur ces secteurs ? Alors, il y a plusieurs pistes. On peut consulter les études prospectives, Pôle emploi en publie, les observatoires régionaux des métiers aussi. Ça donne une vision un peu macro, quoi. D'accord. Mais le guide suggère aussi des outils plus... Personnalisés. Lesquels, par exemple ? Alors, il y a les tests d'orientation en ligne. Bon, faut les prendre comme source d'inspiration, avec un peu de recul, c'est pas une science exacte. Ok. Plus approfondie, il y a le bilan de compétences. Là, c'est fait avec un consultant spécialisé. Ça permet une analyse plus fine de ses aptitudes, de ses intérêts pro. C'est plus engageant, j'imagine ? Oui. Et puis, il y a un service public, souvent méconnu mais très utile, le Conseil en évolution professionnelle, le CEP. Ah oui, le CEP. C'est gratuit et c'est confidentiel. CEP, bilan de compétences. Comment on sait vers quoi se tourner ? Le guide donne des pistes là-dessus. Il suggère que ça dépend un peu d'où on en est dans son questionnement. Le CEP, c'est pas mal pour un premier cadrage, pour débroussailler un peu les pistes.
D'accord, pour commencer. Voilà, le bilan de compétences, c'est peut-être plus adapté si on est vraiment perdu ou si on veut vraiment valider en profondeur une piste qu'on a déjà en tête. L'important, c'est de ne pas rester seul avec ces questions. Et il y a un conseil qui revient vraiment avec force dans ce guide, c'est d'aller sur le terrain. Ah ça, oui. Rencontrer des professionnels qui font le métier ou qui bossent dans le secteur qu'on vise. C'est absolument fondamental. Rien ne remplace le témoignage direct pour confronter l'image qu'on a dans le métier. Oui, l'image parfois idéalisée. Exactement, à sa réalité quotidienne. Avec les bons côtés et les moins bons aussi, faut être clair. Bien sûr. Et c'est aussi l'occasion de comprendre quelles compétences sont vraiment attendues par les employeurs, au-delà de ce qu'on lit sur une fiche de poste. Et puis, évidemment, c'est le premier pas pour commencer à tisser son réseau dans ce nouvel univers. Logique. Donc, après s'être connu, avoir exploré, confronté ses idées au réel, arrive le moment peut-être le plus engageant, choisir une formation. Le choix de la formation, oui. Étape cruciale. Le guide insiste bien, ce n'est pas une étape à prendre à la légère. Non, en effet. La première question à se poser, c'est de quel niveau de qualification j'ai vraiment besoin pour le métier que je vise ? Parfois, oui, il faut un diplôme spécifique, obligatoire, surtout pour les professions réglementées. Mais dans plein d'autres cas, l'expérience, les compétences pratiques, une certification pro, ça peut suffire. Faut pas se surqualifier pour rien, en fait. C'est ça. Le guide met en garde contre cette tentation de viser toujours la formation la plus longue ou la plus diplômante, si ce n'est pas nécessaire. Faut viser juste, pour optimiser son temps, ses ressources. Et l'offre de formation, elle est immense. Université, école, BTS, DUT, formation courte, certifiante, les MOOC, l'alternance, comment s'y retrouve là-dedans ? C'est une jungle, c'est vrai. Le guide propose quelques critères pour aider à choisir. La durée, évidemment, selon ses disponibilités, le coût et surtout les financements possibles. On va y venir. Oui, important ça. La reconnaissance du diplôme ou de la certification par les pros du secteur, est-ce que c'est connu, valorisé ? La pédagogie aussi, est-ce que c'est pratique? Est-ce qu'il y a des stages? Et puis la flexibilité, cours du soir, à distance. Il faut que ça colle au projet global, quoi. Exactement. Le choix doit être cohérent avec le projet qu'on a défini avant et les contraintes qu'on a identifiées. Et il y a un point d'attention particulier que soulève le guide sur la reconnaissance des formations, c'est ça ? Oui, et c'est crucial. Il recommande très vivement de privilégier les formations qui sont inscrites au RNCP. Le répertoire national des certifications professionnelles. C'est ça. Ou au RSS, le répertoire spécifique. Pourquoi cette insistance ? Parce que cette inscription, c'est un gage de sérieux, de reconnaissance officielle par l'État et par les employeurs. D'accord. Et point très important, c'est souvent une condition indispensable pour pouvoir utiliser certains financements. Ah, d'accord. Donc ça conditionne aussi l'accès aux aides. Tout à fait. Le guide alerte un peu sur les offres parfois floues ou les organismes qui promettent monts et merveilles sans vraie garantie de qualité ou de débouché derrière. Vigilance. Parlons-en justement du financement. C'est souvent le nerf de la guerre, l'obstacle qui peut paraître insurmontable. Le gros morceau, oui. Alors, creusons un peu ça. Quelle est la première piste que le guide met en avant ? Sans surprise, c'est le compte personnel de formation, le CPF. Le fameux CPF. Voilà. Chaque personne active, ou presque, cumule des droits à formation en euros sur ce compte. C'est 500 € par an pour un salarié à temps plein, un peu plus, jusqu'à 800 € pour les moins qualifiés ou les personnes handicapées. Et on voit ça où ? On consulte son solde et on mobilise ses droits directement sur le site officiel moncompteformation.gouv.fr. C'est vraiment le premier levier à regarder pour financer une formation éligible. Mais 500 € par an, bon, pour une formation qui coûte cher ou qui dure longtemps, ça ne suffit pas toujours, j'imagine. Non, clairement pas. C'est pourquoi le guide détaille d'autres dispositifs. Pour les salariés, par exemple, qui visent une reconversion avec une formation certifiante et plutôt longue, il y a le projet de transition professionnelle, le PTP. Le PTP, c'est l'ancien fonds de GESIF, c'est ça ? C'est le successeur, oui. S'il est accepté, car il faut monter un dossier solide, ça permet de suivre sa formation sur son temps de travail tout en maintenant sa rémunération. Ah, ça c'est intéressant. C'est un dispositif puissant, mais voilà, les conditions sont précises. La demande doit être bien argumentée. Et pour ceux qui ne sont pas salariés, les demandeurs d'emploi ? Alors pour eux, Pôle emploi peut aider, notamment via l'aide individuelle à la formation, l'AIF. Ça peut venir compléter d'autres financements si le CPF ne suffit pas. D'accord. Et il ne faut pas oublier les conseils régionaux. Beaucoup de régions ont des politiques de soutien à la formation, surtout dans les secteurs qu'elles considèrent comme prioritaires chez elles. Ça vaut vraiment le coup de se renseigner auprès de sa région.
Une autre piste que suggère le guide, et qui est peut-être moins évidente, c'est de discuter avec son employeur actuel. Oui, Ça peut paraître bizarre si on veut partir, non? et pourtant, si la formation qu'on vise peut apporter des compétences nouvelles qui sont aussi utiles à l'entreprise, même si c'est dans une perspective d'évolution en interne, eh bien, elle peut parfois négocier un financement, dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise. Ah oui, d'accord. Et c'est une option à ne pas écarter. Ça peut même parfois mener à une reconversion au sein de la même boîte, mais à un autre poste. Intéressant. Bon, alors, on a le projet, on a trouvé la formation, le financement commence à se dessiner. On pourrait se dire, bon, le plus dur est fait. Mais le guide, il insiste beaucoup sur l'importance de la planification. Absolument. Une reconversion, ce n'est pas un coup de tête, je le redis, c'est un projet. Ça se gère. Le guide recommande d'établir un rétro-planning réaliste. Un calendrier, quoi. C'est ça. Combien de temps pour finaliser le choix de la formation? Combien de temps pour monter le dossier de financement? Ça peut prendre plusieurs semaines, voire des mois parfois. Faut anticiper. Oui. Quelle est la durée de la formation elle-même? Et après, combien de temps on se donne pour la recherche d'emploi ou pour lancer son activité? C'est sage d'ajouter des marges de sécurité parce qu'il y a toujours des imprévus. C'est sûr. On parle souvent d'un processus qui s'étale sur 6 mois, 1 an, parfois plus. Avoir cette vision claire, ça aide à tenir les distances. Et cette planification, elle doit aussi intégrer la gestion de la période de transition elle-même, qui peut être délicate. Oui, le guide souligne bien ce point. Entre l'arrêt de l'ancien job et le début du nouveau, ou pendant la formation, si elle est à temps plein, il peut y avoir une baisse de revenus. Faut y penser. Il faut l'anticiper. Idéalement, en mettant un peu d'argent de côté, une épargne de précaution, mais la transition, elle est aussi psychologique. Oui. Il faut gérer l'incertitude, le changement de statut, parfois le regard des autres. Le guide conseille d'en parler à son entourage, de chercher du soutien. Et parfois, une transition plus douce est possible. Passer à temps partiel un moment, tester son projet en parallèle comme auto-entrepreneur, si c'est faisable, bien sûr. Cette idée de ne pas être seul, elle revient souvent dans le guide. Il parle aussi beaucoup de l'importance du réseau professionnel. C'est un autre élément clé pour réussir. Et ça s'anticipe dès le début. Le guide encourage vraiment à commencer à développer son réseau dans le nouveau secteur pendant la formation, voire même avant. Et comment on fait ça? En participant à des salons pro, à des conférences, en adhérant à des associations du secteur, en étant actif et visible sur les réseaux professionnels comme LinkedIn. Se montrer, quoi. C'est ça. Ce réseau, ça sera un atout majeur. Pas seulement pour trouver un stage ou un emploi, mais aussi pour s'intégrer plus facilement et continuer à apprendre une fois qu'on sera en poste. Et pour piloter tout ça, le guide martèle vraiment l'idée de se faire accompagner. Oui, il insiste. On n'est pas obligé de traverser tout ça tout seul. On a déjà parlé du conseiller en évolution professionnelle, le CEP, c'est un point d'entrée gratuit et précieux. Les consultants en bilan de compétences, ils peuvent offrir un accompagnement plus poussé. Il existe aussi des coachs spécialisés en reconversion. Et bien sûr, pour les demandeurs d'emploi, les conseillers Pôle emploi. Et ça aide vraiment? Leur regard extérieur, leur connaissance des dispositifs, du marché du travail, ça peut faire gagner un temps fou, éviter des erreurs et surtout maintenir la motivation. Faut pas hésiter à solliciter ces aides. Surtout que beaucoup sont gratuites ou finançables. La motivation, justement. Le guide en parle comme le carburant indispensable sur la durée. C'est exactement ça. Et ce que le guide souligne bien, c'est que la gestion des doutes, des moments de découragement, ça fait partie du processus. C'est normal d'avoir des doutes. C'est normal. Ce n'est pas un signe d'échec. Une reconversion, c'est un marathon, pas un sprint. Le guide donne quelques stratégies pour tenir bon. S'entourer de personnes bienveillantes, la famille, les amis, mais aussi d'autres gens en reconversion pour partager. Oui, échanger avec des pairs. Voilà. Se fixer des objectifs intermédiaires clairs, réalisables, pour voir qu'on avance. Et savoir célébrer chaque petite victoire, chaque étape franchie. Et accepter aussi que le projet puisse bouger un peu en cours de route. Précisément. La flexibilité, c'est essentiel. On peut découvrir en formation que, finalement, le métier ne nous correspond pas tant que ça, ou qu'une autre voie s'ouvre, une opportunité imprévue. Le guide encourage à voir ces ajustements non pas comme des échecs, mais comme des apprentissages. Ça affine le projet. Il y a un dernier point que le guide met vraiment en valeur et qui me semble très important. Ne pas renier son parcours d'avant. Absolument. C'est une erreur fréquente de vouloir faire table rase du passé. Alors que le guide insiste, toute expérience professionnelle, même dans un domaine qui n'a rien à voir, c'est une richesse. Ah oui. Les maturités qu'on a acquises, la compréhension du fonctionnement d'une entreprise, les fameuses compétences transversales dont on parlait, la communication, la résolution de problèmes, l'adaptabilité,
la gestion du stress. Ça compte. Ce sont des atouts considérables. Le défi, c'est d'apprendre à les identifier, à les traduire pour le nouveau secteur et surtout à les valoriser. Dans son CV, dans ses lettres, en entretien. Le passé, ce n'est pas un poids, c'est un tremplin. Un tremplin, j'aime bien cette image. Donc, si on essaie de résumer l'approche de ce guide, pour réussir sa reconversion, il faut une démarche. Structurée, réfléchie. C'est ça. Bien se connaître, explorer sans a priori, choisir la bonne formation, démêler l'histoire des financements, planifier de façon réaliste et s'appuyer sur tout ce qu'on est déjà, tout ce qu'on a déjà fait. C'est tout à fait ça. C'est un cheminement exigeant, oui, ça demande de l'engagement, du temps, de l'énergie, faut pas se le cacher. Non. Mais c'est aussi potentiellement une aventure formidable, de développement personnel et professionnel. Le guide le rappelle, dans un monde du travail qui bouge tout le temps, savoir changer de voie, se réorienter, ça devient presque une compétence en soi. La détermination et puis l'expérience qu'on a accumulée, ce sont vraiment de puissants leviers pour construire une carrière qui nous ressemble plus alignée avec qui on est. Et en refermant ce guide, il y a une question un peu plus large qui pourrait émerger, non? Au-delà de juste trouver un nouveau travail, est-ce que ce processus même de reconversion, avec l'introspection forcée, l'effort d'apprendre de nouvelles choses, l'adaptation à l'inconnu, est-ce que ça ne nous transforme pas au fond? C'est une bonne question. Est-ce que ça ne change pas notre rapport au travail et peut-être même notre confiance en notre capacité à naviguer le changement tout au long de notre vie? C'est une piste de réflexion intéressante, je trouve. Absolument. À méditer. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.